Bonjour, donc voilà, je vais vous présenter je vais vous parler des directives anticipées. Alors on fait un point déjà sur le cadre législatif assez rapidement. Donc le 4 mars 2002, c'est la loi dite Kouchner qui a permis en fait de donner droit à désigner une personne de confiance et qui permet au patient d'avoir toute l'information sur sa santé pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Ensuite, il y a la loi dite Leonetti, donc qui va confirmer la personne de confiance et qui va donner droit de rédiger des directives anticipées. Ensuite, il y a la loi Clayes-Leonetti en 2016, donc 11 ans plus tard, qui donne droit donc qui renforce les directives anticipées, puisque vous verrez qu'elles deviennent contraignantes pour le médecin, et qui définit l'hydratation et l'alimentation comme un traitement qui peut être, du coup, ne pas être entrepris ou être arrêté, ce qui n'était pas le cas avant, et qui donne droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès dans certains critères. Alors les directives anticipées, c'est un document qui résume donc les volontés d'un patient ou d'un résident concernant sa fin de vie, au cas où il ne pourrait plus communiquer et ne pourrait plus décider par lui-même pour sa santé. Et ça concerne les décisions médicales à prendre sur les traitements ou actes médicaux qui seront engagés, limités ou arrêtés en toute fin de vie. Alors, qui peut rédiger ces directives anticipées et désigner une personne de confiance? Toute personne majeure qui a ses capacités cognitives, donc cognitives, intellectuelles, qui n'a pas de problème de raisonnement au moment de les rédiger. Et la personne sous tutelle peut aussi désigner une personne de confiance ou rédiger des directives anticipées, à condition d'avoir l'accord du juge dans ce cas-là. Alors, sur quel document on peut les rédiger? Sur tout support, on peut prendre un papier libre. Simplement, il faut qu'il y ait les noms, prénoms, date et lieu de naissance, date et signature, évidemment. Et puis, en cas de tutelle, l'accord du juge. Alors, non. Donc, il y a des... Juste avant? Non, juste avant. Là, on avance. Ouais, là. Non, c'était avant. Alors, non. Là. Non. Alors, je peux faire ça. Et il existe des supports, bien sûr, dans chaque établissement. Chaque établissement a ses propres supports institutionnels. Ou sinon, sur Internet, vous pouvez trouver donc, un support que l'HAS a fait, ou sur servicepublic.fr, ou alors vous pouvez rédiger aussi vos directives anticipées dans l'espace santé, mon espace santé. Et du coup, c'est accessible à tout soignant. Vous donnez aussi la possibilité, c'est vous qui choisissez qui peut accéder à votre dossier. Mais ça permet d'être plus visible, et il y a même un lien direct avec le refus du don d'organes pour ceux qui ne voudraient pas donner leurs organes. Voilà. Alors, si la personne, elle ne peut pas écrire elle-même ses directives anticipées, c'est pas grave. Il suffit qu'il y ait 2 témoins, donc une personne qui rédige avec la personne, et puis, dans l'idéal, qui est la personne de confiance, comme ça, au moins, elle sait de quoi on parle. Les témoins, donc, ils peuvent attester que la personne, elle est libre de son expression. Et puis, on peut également demander à un médecin traitant de fournir un certificat médical qui dit que le patient a toutes ses capacités cognitives au moment de la rédaction. Alors, c'est rare, hein. Moi, j'ai jamais vu. La validité. Alors, avant, elles étaient valables 3 ans. Depuis la loi Leonetti-Clayes, elles sont valables à vie. Simplement, on peut changer à tout moment d'avis, donc elles sont révocables et révisables à tout moment. La dernière date fera foi, on prendra évidemment le dernier document rédigé. Où les conserver? Alors là, un peu où on veut. La personne peut les confier donc soit au médecin traitant. Je pense que c'est important de les donner à son médecin traitant parce que ça reste quand même un référent
Si la personne est hospitalisée, si le médecin hospitalier recherche les directives anticipées, il va pouvoir peut-être s'adresser au médecin traitant. À la personne de confiance, évidemment, pour qu'elle sache ce que la personne veut ou pas. À sa famille, ses proches, dans l'espace santé ou dans le dossier médical. Dans tous les cas, il faut qu'elles soient accessibles facilement, parce que si on les met dans une table de nuit et que personne ne sait où elles sont, voilà. Alors l'obligation pour les établissements de santé et médico-sociaux, c'est de demander à chaque séjour ou chaque entrée en institution à la personne si elle a rédigé des directives anticipées, si oui, où elles sont conservées, et sinon, est-ce qu'elle veut en rédiger, et si elle veut en rédiger, lui fournir un support, ou enfin lui donner la possibilité, et l'aider à la rédaction. C'est ça l'obligation des... Donc la mission des soignants, c'est de sensibiliser, informer, et surtout d'accompagner la démarche. Pour moi, c'est le plus important. Alors l'aide à la rédaction, justement, l'information, elle va porter sur les options qui sont possibles en fin de vie. Donc ça inclut les traitements possibles, les soins palliatifs, soins de confort, les risques probables et la sédation. Sur la personne de confiance, les modalités de conservation des directives anticipées. Et en fait, le cheminement du patient, il peut être long, il peut réfléchir longtemps et parfois ne pas aboutir à la rédaction parce que c'est trop difficile pour certaines personnes. Et surtout, j'insiste, je l'ai mis en gras, la rédaction des directives anticipées, c'est un droit et du coup, pas une obligation. Surtout pas. Alors l'aide à la rédaction, elle doit être toujours proposée pour moi parce que réfléchir sur sa fin de vie, c'est quelque chose qui peut générer des angoisses, qui peut être vraiment difficile à vivre pour certaines personnes, voire impossible. La partie médicale, elle nécessite quand même des connaissances pour pouvoir répondre aux questionnements de la personne et pour pouvoir s'adapter précisément à la situation médicale. Toujours resituer les personnes quand on rédige dans le cadre de la toute fin de vie. Parce qu'en fait, on croit que ça paraît évident, mais non, quand les personnes rédigent leurs directives anticipées, parfois elles s'éloignent du cadre de la toute fin de vie. Et quand on leur demande est-ce que vous voulez être réanimé, être intubé, tout ça, elles disent oui, parce qu'elles ont l'impression que c'est demain. En fait, non, c'est vraiment... Les directives anticipées sont faites pour être utilisées que en cas de situation irréversible. Vraiment de toute fin de vie. Voilà. Vous m'entendez? Non? Ah, pardon. On peut passer. Alors, je vous ai mis ça aussi parce que il existe un jeu de cartes, ça s'appelle À vos souhaits. C'est pour réfléchir sur sa fin de vie, pour apprendre à connaître ses priorités, dire ce qui compte pour soi, pour mettre en mots et pour pouvoir dire aux autres. Parce que c'est pas toujours évident de... quand on réfléchit à la fin de vie, de savoir ce qui est important pour soi. Donc c'est un jeu de cartes qui est composé de 41 cartes qui évoquent donc des souhaits. Par exemple, je vous ai mis quelques exemples. Rester chez moi, rester propre, ne pas être branché à des machines, donner mes organes, être endormi à la fin, pouvoir choisir qui me voit si je suis dégradée. Enfin voilà. Et la personne, elle a invité donc à classer ces cartes, après en avoir éliminé s'il y en a qui ne l'intéressent pas du tout, à les classer par ordre de priorité et d'importance pour elle. Voilà, du plus important au moins important. Donc ça peut être utilisé pour réfléchir avant de rédiger des directives anticipées. Donc, comme je vous disais, depuis la loi Claeys-Leonetti, les directives anticipées, elles deviennent contraignantes pour le médecin, c'est-à-dire qu'il est obligé d'en tenir compte dans sa réflexion et dans sa prise de décision. C'est obligatoire. S'il refuse de les appliquer, il peut refuser de les appliquer dans deux situations. Donc, soit parce qu'elles sont inadaptées à la situation médicale qui est vécue sur le moment, ou en cas d'urgence, ou si elles sont non conformes. En cas d'urgence, personne ne va prendre le temps d'aller rechercher des directives anticipées. On réanime la personne et seulement après, le médecin, avec l'équipe, va chercher des directives anticipées et voir ce qui est possible de faire ou pas. On ne peut pas... Je vois des réactions. On ne peut pas laisser... quand ils arrivent en urgence, par exemple, un SMUR, il arrive en urgence sur le bord de la route, ils ne vont pas chercher des directives anticipées. On réanime la personne et seulement après, il est question de voir ce qui se passe.
je vais prendre un autre exemple. Quelqu'un qui aurait une trachéotomie, qui a un bouchon muqueux qui bouche. Je veux dire, on peut se dire, s'il est en presque toute fin de vie, on peut se dire, on fait une sédation, voilà, et on le laisse partir. Mais parfois, en aspirant le bouchon muqueux, eh ben, il peut vivre encore derrière. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Vous avez... Ça vous... Non. Ok. On continue. Donc, dans ce cas-là, s'il refuse parce qu'il juge que c'est inapproprié ou non conforme, il doit déclencher une procédure collégiale, je vous en parle après, inscrire dans le dossier médical les motifs du refus et informer les proches et ou la personne de confiance du motif du refus. Alors, s'il n'y a pas de directive anticipée, ben, c'est pas grave. L'expression anticipée, elle peut être faite de manière orale. On peut dire à ses proches ou on peut dire à des soignants. Ça peut être écrit dans le dossier médical avec des guillemets pour respecter la parole de la personne. En l'absence de directive anticipée, donc le médecin doit rechercher d'autres modes d'expression donc, auprès des proches. Bien sûr, ce ne sera pas aussi contraignant pour le médecin que des directives anticipées qui sont écrites de la main de la personne. Et même s'il n'y a pas de directive anticipée, le médecin il a l'obligation de soulager les souffrances du patient, de l'accompagner et d'éviter toute obstination déraisonnable. Alors les avantages des directives anticipées, c'est d'inciter et de permettre de réfléchir et de communiquer sur ses désirs, ses craintes et ses souhaits concernant sa fin de vie, avec ses proches et avec les soignants. De prévenir des désaccords familiaux sur la fin de vie, soulager les proches parfois d'avoir le sentiment et la culpabilité de participer à des décisions dont ils n'ont pas à assumer la responsabilité. Respecter, ça permet d'essayer de respecter au plus proche les souhaits du patient, qui seront intégrés du coup lors de la réflexion pour des décisions médicales. Ça permet d'anticiper les risques potentiels et les solutions possibles, de pouvoir discuter avec le patient des symptômes probables qui peuvent arriver en fin de vie, parce que voilà, ils peuvent imaginer des choses, et du coup de pouvoir répondre à certains questionnements et de dire qu'il y a des possibilités d'essayer de soulager. Alors les limites des directives anticipées, c'est impossible d'anticiper toutes les situations, on ne peut pas savoir précisément ce qui va se passer. Elles peuvent être du coup inadaptées à certaines situations ou non valables, si c'est je dis après des exemples. La rédaction, ça peut donner l'impression d'irréversibilité, le fait d'écrire. C'est pour ça que je vous dis que parfois les patients, ils peuvent réfléchir, faire tout le cheminement, mais ne pas pouvoir écrire. La difficulté de se projeter sur quelque chose d'inconnu, parce qu'évidemment on meurt qu'une fois, donc voilà. C'est un domaine encore tabou qui peut être très anxiogène et elles doivent être précises pour éviter toute interprétation. Par exemple, marquer pas d'acharnement thérapeutique, ça ne veut rien dire parce que je ne sais pas combien on est ici, mais si on demande la définition d'acharnement thérapeutique à chaque personne, il n'y en a pas un qui aura la même définition. Donc faut se mettre à la place du médecin. Lui, il aura sa vision. Alors, le rôle de la personne de confiance, donc, si le patient il peut s'exprimer, elle a une mission d'accompagnement du patient. Elle peut, si le patient le souhaite, l'accompagner dans tous ses rendez-vous médicaux et être consulté et informé au même titre que le patient, s'il est d'accord. Si le patient ne peut plus s'exprimer, à ce moment-là, c'est un référent privilégié. Il doit être informé et consulté par le médecin et son témoignage prévaut sur toute autre personne non médicale. Surtout s'il n'y a pas de directive anticipée. Et surtout, la personne de confiance, c'est le porte-parole du patient. Et son avis, l'avis que la personne de confiance va exprimer, doit refléter de façon précise ce qu'aurait voulu ou pas le patient, et non son avis personnel. Alors la personne de confiance n'a pas le même rôle que la personne à prévenir. Ça peut être la même personne, mais ce n'est pas la même chose. Le dialogue entre le patient et la personne de confiance, c'est donc primordial pour qu'elle puisse savoir ce que le patient aurait souhaité, puisque c'est elle qui doit témoigner de son avis. Et attention au choix de la personne de confiance. Dans certaines situations difficiles,
Les liens affectifs peuvent parfois être un frein donc, au respect des volontés. Alors les erreurs qu'on peut retrouver, c'est plusieurs personnes de confiance désignées, la désignation de personnes de confiance ou la rédaction de directives anticipées par des personnes qui sont déjà dans le coma ou démentes. Donc c'est les familles parfois qui rédigent les directives anticipées à la place du patient. Alors, pas de manière néfaste, hein, c'est jamais dans l'intention de faire du mal, mais voilà, ça ne respecte pas forcément ce que la personne aurait voulu. Ou alors encore l'utilisation des directives anticipées ou le témoignage pour prendre des décisions alors que le patient peut s'exprimer. Nous, on dit toujours que les directives anticipées, on doit les mettre dans une enveloppe, on les met dans un coin, on ne les utilise que si la personne ne peut plus s'exprimer. Tant que la personne parle, il faut aller voir la personne, elle peut changer d'avis à tout moment, même si elle a rédigé des directives anticipées. Alors, l'obstination déraisonnable, en raison du refus de l'obstination déraisonnable, comme le dit la loi, ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique, tout acte qui est jugé inutile, disproportionné ou qui n'a d'autre effet que de maintenir artificiellement la vie peut être suspendu ou entrepris en toute fin de vie. Donc ça peut être des actes de traitement, hein, nutrition, hydratation artificielle, dialyse, chimiothérapie, des actes de prévention, des actes d'investigation, hein, des examens. Et seuls les soins de confort doivent toujours être poursuivis avec respect de la volonté du patient, même pour les soins de confort. On a parfois des patients qui, en toute fin de vie, refusent un soin de bouche. On ne va pas forcer, enfin voilà. Alors, la procédure collégiale, elle est nécessaire, voire obligatoire. Dans certains cas, en cas de refus de l'obstination déraisonnable, lorsque le médecin va décider d'arrêter ou de limiter les traitements, il doit déclencher une procédure collégiale. Si le médecin ne veut pas suivre les directives anticipées, pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, il doit déclencher une procédure collégiale. Et troisième cas, c'est la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Là aussi, il faut déclencher une procédure collégiale. Alors la procédure collégiale, c'est la réunion de concertation avec le médecin référent. Alors le médecin référent, c'est le médecin qui doit prendre la décision au moment du problème. C'est-à-dire que si le patient est en maison de retraite, ce sera le médecin traitant. Si le patient est à l'hôpital en réanimation, ce sera le réanimateur. Donc le médecin référent qui doit prendre la décision doit réunir l'équipe de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. Il doit faire appel aussi à un médecin extérieur à l'équipe avec lequel il n'a aucun lien hiérarchique pour pas qu'il y ait de pression. Il s'agit en fait de réfléchir tous ensemble. Chacun doit pouvoir exprimer son avis sur la situation avec des regards différents. Bon, à la fin de la réflexion, le médecin va prendre sa décision parce que la décision ne peut pas être diluée, elle est prise forcément par une seule personne. Et les proches et la personne de confiance doivent être informés des résultats de cette procédure. Déjà, ils doivent être informés qu'il y a cette procédure et des résultats. Et ensuite, toutes les étapes doivent être scrupuleusement retranscrites dans le dossier médical. Alors, en conclusion, pour moi, les directives anticipées, c'est une aide pour la prise de décision médicale en situation de fin de vie. C'est un support qui permet de réfléchir, de parler de sa vie et de sa mort. Ça permet de favoriser la parole du patient et des proches, de pouvoir exprimer leurs émotions, leurs craintes, leurs valeurs et leurs souhaits concernant les conditions de fin de vie. Et ça permet des échanges avec les soignants afin qu'ils puissent respecter et accompagner du mieux possible le patient et les proches. Alors, je vous ai mis 2 citations que j'aime beaucoup. Donc, accompagner quelqu'un, ça n'est pas le précéder, lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même connaître la direction qu'il va prendre, c'est marcher à ses côtés en le laissant libre de son chemin et le rythme de ses pas. Donc, c'est Patrick Verspieren qui a dit ça. Et il y a 3 règles simples pour prendre les bonnes décisions. Premièrement, parler. Deuxièmement, parler. Troisièmement, parler. Voilà. Donc, pour moi, les directives anticipées peuvent être d'abord un support qui permet de parler de la vie et de la mort. Voilà.
prendre quelques questions, si vous le voulez bien, avant la deuxième présentation de Madame Schuller et de Monsieur Fischer de Strasbourg, aide-soignant. Donc là, si vous avez quelques questions qui vous viennent à l'esprit, nous avons un peu de temps pour que Véronique puisse y répondre, bien sûr, parce que Véronique ne pourra pas être avec nous tout à l'heure lorsque, après toutes les conférences, on ait un échange, un débat entre nous de manière tout à fait conviviale, apaisée et agréable. Une première question peut-être ? Oui. Jean-Claude Couturier, je représente, je suis militant de l'association Ultime Liberté avec mon collègue Michel Denis. Je ne doute pas un instant de votre honnêteté, rassurez-vous, et je ne suis pas venu pour polémiquer. Je voudrais simplement souligner que vous avez dit une chose qui est parfaitement fausse sur les directives anticipées. Et ça vient d'être souligné par la Cour d'assises de Troyes il y a 2 jours. Donc vous voyez, mais ça fait longtemps qu'on le dit. Les directives anticipées ne sont pas contraignantes. En droit, quelque chose qui est contraignant doit s'appliquer et ne doit pas être conditionné. Il n'y a pas d'obligation de résultat dans les directives anticipées dont vous parlez aujourd'hui. C'est grave, ça. C'est grave parce que tous les adversaires de l'euthanasie, du suicide assisté, nous mettent ça sans arrêt sur le tapis. Quand on parle d'urgence, de situation d'urgence, ça, moi, je me disais, mais c'est normal. On ne sait pas ce que voulaient dire les gens. Mais si, et ça arrive, quelqu'un se trouve à l'hosto avec ses directives anticipées, et s'il demande à ce qu'on ne le réanime pas, vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça. La deuxième chose, c'est les rédactions inappropriées. Qui en décide ? Le médecin. C'est complètement subjectif, le fait de notion de rédaction inappropriée. La preuve, c'est que si je dis, moi, je refuse l'acharnement thérapeutique, je demande à ce qu'on m'aide de façon à ce que je ne meure pas comme un chien, ça ne se fera pas. Donc, il faut arrêter de dire, c'est important au peuple français, que les directives anticipées sont contraignantes. Elles ne le sont pas. Mon frère avait rédigé ces directives anticipées, il souffrait d'un cancer du pancréas, il vomissait du sang à domicile, était pris par un système de soins palliatifs à domicile, il vomissait du sang, il avait perdu plus de la moitié de son poids, ça ne suffisait pas, il avait marqué ça dans ses directives anticipées. Et donc il a fallu que je m'y mette, c'est moi qui l'ai aidé. Autrement, jamais l'équipe médicale ne serait intervenue. Donc vous voyez que c'est important, je ne joue pas sur les mots, les directives anticipées ne sont pas contraignantes. Alors je persiste, je suis désolée. Elles sont contraignantes par la loi. Simplement, après, dans la vie, il n'y a rien de binaire, noir ou blanc. Et quand un médecin doit prendre une décision dans une situation d'urgence, on ne sait jamais, vous savez, même en toute fin de vie, dans les dernières heures, même nous qui avons l'expérience, j'ai des collègues qui sont dans la salle, on a l'expérience quand même de voir des gens qui vont mourir. Parfois, on ne sait pas ce qui va se passer. Quelques heures, quelques jours, Donc je pense que ça ne peut pas être aussi radical que vous l'exprimez. Et je persiste, elles sont contraignantes dans le sens où le médecin doit les prendre en compte. Et je peux vous assurer que toutes les semaines, non mais je vous fais part de mon expérience. En fait, toutes les semaines, par exemple, nous on va en réanimation et je vous assure que les médecins, ils cherchent à savoir s'il y a des directives anticipées et ils essayent de prendre les meilleures décisions possibles. Alors forcément, je vais parler d'un point de vue éthique, là pour le coup, puisque je fais partie aussi de l'espace éthique. Dans la vie, on ne cherche pas le bien, on cherche le mieux en fait. On essaye tous de faire du mieux qu'on peut. Maintenant, ce dont vous parlez, un médecin actuellement, il est obligé de suivre la loi. Donc là, je vous ai parlé du cadre législatif actuel. S'il y a une évolution de loi, on pourra voir peut-être les choses autrement. Mais là, pour le coup, je veux dire, les médecins, ils font aussi ce qu'ils peuvent. Voilà. Maurice, présente-toi. Merci. J'ai entendu parler de sédation profonde. Quelle est la durée d'une sédation profonde ? Ça me semble très important. Et si cette durée est trop importante, y a-t-il un moyen d'accélérer le processus ?
Alors la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, il y a des critères, la loi impose des critères très, très clairs. Il y en a 3. Il faut que la personne soit en situation de maladie incurable, potentiellement mortelle voilà, et évolutive. Il faut que la personne ait un symptôme réfractaire. Alors réfractaire, ça veut dire qu'on a essayé tous les traitements possibles pour essayer de soulager ce symptôme et que, après avoir tout essayé, on n'arrive pas à soulager le patient. Et le 3e critère, je suis en train de perdre... je suis en train de perdre le fil. Non. Il faut, non, voilà, c'est le critère qui est le plus compliqué. Il faut que le pronostic vital soit engagé à court terme. Voilà ce que dit la loi. Donc après, le médecin, il se débrouille avec ça. Il fait comme il peut. À court terme, qu'est-ce que ça veut dire? Là, encore une fois, si on demande à chacun, qu'est-ce que c'est à court terme? Alors, ils ont imaginé que c'était quelques jours à quelques heures. Eh bien, c'est pas facile de dire que quelqu'un va mourir dans quelques jours ou quelques heures. Voilà. Alors après, sur la durée de la sédation, c'est jamais facile parce qu'avec les traitements, je veux dire, on va utiliser un traitement d'une personne à l'autre, la profondeur de l'endormissement va être différente, les effets secondaires vont être différents. Donc l'intention dans la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès n'est pas de donner la mort au patient, mais bien d'abolir sa conscience pour qu'il ne se rende plus compte de ce qui se passe. Après, la durée, personne ne sait, parce qu'en fait, c'est abolir la conscience en attendant que le patient décède. Effectivement, il y a le double effet qui fait que les traitements utilisés peuvent entraîner, au niveau respiratoire, peuvent accélérer un petit peu le processus, mais ce n'est pas l'objectif. Voilà. Et pour tout le monde, le moins longtemps possible, c'est le mieux. Et c'est pour ça qu'ils disent bien à court terme, parce qu'on ne peut pas maintenir quelqu'un comme ça longtemps. Voilà, je suis Claudine Henner. J'ai déjà rédigé mes directives anticipées avec l'aide d'un médecin, parce que c'est très compliqué quand on n'est pas médecin soi-même, de comprendre toutes les questions, etc. Et j'ai donné, donc c'est dans l'ordinateur du cabinet médical, il y a un exemplaire chez moi, et j'ai donné un exemplaire à ma fille, parce que le médecin m'a dit, votre mari il est aussi vieux que vous, donc c'est pas bien. Voilà. Et je voulais savoir si la personne de confiance, c'était dans ce cas-là ma fille ou le médecin. Ni l'un ni l'autre. D'accord. Ah oui, en plus. D'accord. Mais il y a plusieurs formulaires de directives anticipées. On en a donné à la ligne bleue. C'était une petite. C'était pas suffisant d'après le médecin. Et celle que j'avais eue à l'hôpital, c'était beaucoup plus précis. Je crois que plus c'est précis, mieux c'est. Oui, voilà. Oui, merci. Merci. Bonsoir, je suis Michel Denis, comme l'a dit mon camarade Jean-Claude à côté de moi. Je suis l'ancien délégué de Meurthe-et-Moselle de la DMD et désormais membre actif de l'association Ultime Liberté. Vous avez fait le rappel des différentes lois Leonetti, Claes-Leonetti. C'est très bien. Je voudrais savoir, de votre point de vue, en quoi ces lois sont insuffisantes, car depuis quelque temps, on en parle beaucoup. Le président Macron, les différents premiers ministres que nous avons vus passer à Matignon ces derniers temps, les ministres de la Santé, enfin tous veulent une nouvelle loi. La conférence citoyenne a également exprimé des vœux précis. Donc maintenant, où en sommes-nous? Mais surtout pour vous
qui êtes praticienne, en quoi ces lois précédentes sont insuffisantes. Par ailleurs, vous avez, je sais, un petit point de détail dans les directives anticipées en parlant de la personne, j'ai perdu son nom, la personne, la personne de confiance, merci. Vous dites qu'il ne faut qu'une seule personne de confiance. Je ne crois pas. On peut désigner plusieurs personnes de confiance en sachant qu'elles seront prises dans l'ordre en cas de besoin. Parce que si la première qui a été désignée n'est pas disponible, par exemple, il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse prendre le relais. Donc ça, c'est un point de détail. Mais c'est surtout par rapport à la loi et peut-être à la future loi. J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Et puis, dernier point quand même, sur les directives anticipées. Je ne sais pas combien nous sommes ici à avoir rédigé des directives anticipées. J'aimerais bien le savoir. En tout cas, les Français sont, si je ne m'abuse, environ 15% à avoir rédigé des directives anticipées. Pourquoi l'État n'a jamais fait de publicité, pour qu'il n'y ait jamais eu de campagne pour inciter les Français à rédiger des directives anticipées, même si telles qu'elles sont définies par la loi, à mon sens, ne sont pas parfaites. Je voulais juste rajouter pour la personne de confiance aussi, ce qui est important, c'est qu'elle accepte son rôle. Normalement, la personne de confiance doit co-signer, en fait. Parce qu'elle doit bien comprendre la mesure de ce qu'elle doit faire, de son rôle, et puis l'accepter surtout. Elle a le droit de ne pas vouloir... ça peut être pesant pour quelqu'un. Alors, il y a eu plein de choses dans ce que vous m'avez dit. Les directives anticipées, effectivement, je pense que elles ne sont pas assez remplies parce que du coup, on ne parle pas de la mort, on est d'accord. Après, pour ce qui concerne la législation, je pense que déjà, les lois qui existent, si déjà elles étaient appliquées, comme beaucoup de lois, si déjà elles étaient appliquées telles qu'elles sont écrites, je pense que ça pourrait aider pour pas mal de choses. Après, sur une évolution de loi, j'ai un avis personnel sur la question. Mon enquête sur les directives anticipées, dans mon mémoire, ouais. Bon, j'ai pas répondu, je suis désolée à votre question, mais voilà. J'ai pu toute l'enquête en tête. Non, c'est pas grave. Oui. Non, après, voilà, sur une évolution de la loi, le Conseil citoyen s'est exprimé, le Comité national éthique s'est exprimé. Maintenant, c'est aux législateurs. Je veux dire, on ne peut pas faire à leur place. Ils ont été élus, donc à eux d'avancer sur la question. Alors peut-être encore une ou deux questions. Je parlais de votre mémoire de diplôme interuniversitaire en soins palliatifs. Vous avez réalisé dans le cadre de ces mémoires une enquête qui est très documentée et nous verrons comment mieux diffuser les résultats de votre enquête. Je trouve que c'est assez remarquable et ça permettrait de répondre au moins partiellement aux questions que nous nous posons sur les différences de comportement selon telle ou telle activité professionnelle. Donc peut-être une ou deux questions encore de... Oui, vous avez le micro. Oui. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose, surtout sur ce sujet. En revanche, je suis comme tout le monde, je mourrai un jour. Et j'ai déjà entendu parler qu'en Suisse, il y avait une possibilité de mort assistée. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler pour faire la comparaison avec ce qui se passe ici et si c'est une voie qui peut être envisagée en France? Enfin voilà, ce que vous en pensez, si vous pouvez nous donner quelques informations là-dessus. Merci. Alors effectivement, dans divers pays autour de la France, par exemple en Suisse, c'est le suicide assisté, c'est-à-dire qu'il faut que la personne fasse elle-même l'acte.
En fait, il y a une préparation. En plus, c'est en milieu associatif et pas en milieu. C'est pas des soignants qui font ça. En Belgique, par exemple, c'est l'euthanasie, donc c'est complètement différent. En Espagne aussi. En France, donc c'est pas légal. Il y a la sédation pour essayer de répondre à certaines souffrances. Après, je veux dire, on ne peut pas avoir un avis tranché parce que nous, dans notre pratique, tous les jours, on voit des gens qui peut-être auraient voulu être euthanasiés ou bénéficier du suicide assisté et qui finalement, par amour de leurs proches, pour plein de raisons en fait, on n'a pas toutes les raisons, changent d'avis et acceptent parfois de supporter ce qui peut nous paraître, nous, insupportable. Je vous assure que parfois, on rentre dans la chambre de certains patients et on se dit « Ouh là là, mais je ne pourrais pas respirer comme ça, je ne pourrais pas... » Et parfois, ils peuvent accepter ce qui peut paraître inacceptable. Alors après, j'entends aussi qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vivre ça, qui ne veulent pas faire vivre ça à leurs proches. Et effectivement, dans ce cadre-là, il faut une évolution de la loi pour ces personnes-là. Mais dans la majorité des cas, j'ai été moi-même surprise en travaillant en soins palliatifs de voir ce que les gens sont capables d'accepter par amour ou parfois parce qu'ils n'ont pas envie de mourir, quoi, tout simplement. Oui. Le monsieur a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de pourcentage de directives anticipées encore de fait, mais le problème c'est que on se trouve devant une feuille et on ne sait pas comment rédiger. Voilà. Comment les rédiger. Donc nous, ça fait presque 3-4 ans qu'on nous dit toujours il faut qu'on les fasse et elles ne sont jamais faites. Et pourtant on fait partie de l'association AMD. Je ne sais pas comment faire les directives anticipées. Nous allons peut-être avoir un début de réponse avec l'association des crématistes. Non, mais il suffit... si vous avez la chance d'avoir un médecin traitant... Oui, il va pas, je lui ai déjà demandé. Il veut pas. Il n'avait pas de temps, et puis voilà. D'accord. Vous faites quoi ouais, normalement, il devrait pouvoir vous accompagner. Mais effectivement, c'est important d'être accompagné parce que c'est pas facile. Même moi qui suis soignant, qui ai fait rédiger plein de directives anticipées, quand j'ai moi-même écrite mes directives anticipées, et je vous assure que je les précise tous les jours. J'en rajoute tout le temps, voilà, parce qu'on ne pense pas à tout. Donc oui. Et pour éviter les interprétations, il vaut mieux qu'elles soient précises. Si, il y a des documents, mais ce qui est difficile, c'est pas le document en lui-même. Ce qui est difficile, c'est de réfléchir, de se projeter sur la mort et de savoir les possibilités qu'il peut y avoir et du coup d'être précis dans ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Très bien, merci Madame Luan. Nous allons nous arrêter Merci là pour votre conférence.